Bonjour à tous, donc et à tous et à toutes. Donc moi c'est Marion, je suis marin cuisinière sur le bateau. Je travaille pour Tara depuis une dizaine d'années et j'ai pu participer à différentes expéditions de la goélette en Arctique pendant Tara Océan, donc c'était une expédition sur le plancton. Pendant Tara Méditerranée, c'était une expédition sur le plastique, la pollution par le plastique en Méditerranée. Et là, Tara Pacifique, donc l'étude du corail dans le Pacifique. Voilà, et c'est mon 3e embarquement sur cette mission et ce sera le dernier pour moi. Coucou à tous, Daniel. Je suis marin également du coup sur Tara depuis quelques années. J'ai commencé en 2009 à l'époque, quand on chassait le plancton autour du monde. Et donc je suis souvent mécanicien, mais là actuellement j'ai la chance d'être au pont aussi, c'est sympa. Hein. On aide les plongeurs à faire leur prélèvement dans l'eau. Et de temps en temps j'ai aussi la chance de plonger pour aider les scientifiques. Et voilà, donc c'est passionnant parce que ça regroupe plein de, on va dire, de corps de métier, quoi, hein. Donc c'est très enrichissant. Et voilà. Après, Nico. Salut à tous, moi c'est Nico, donc je suis second sur Tara depuis presque 1 an et demi, 2 ans on va dire. C'est la première fois que j'embarque sur le bateau, sur cette mission en tout cas. C'est mon 3e embarquement et j'ai encore un dernier embarquement au mois de juin prochain entre Hawaï et Lorient pour ramener le bateau en France. Et puis voilà, je suis aussi partie un peu de l'équipe de plongée en apnée quand on récupère des poissons. Et puis voilà. Ok, alors vous avez. Vas-y. Donc vous avez des petites choses à nous montrer pour qu'on s'imagine un petit peu votre environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc aujourd'hui, pour resituer, parce que forcément on est tous à l'autre bout du monde, on vient d'arriver ce midi là au Palau. Donc ça c'est le pavillon des Palau. Je pense que c'est un état dont vous n'avez jamais entendu parler avant, parce que c'est vraiment aux antipodes de la France et c'est pas très connu. Et on vient de s'arrêter avec le bateau là au mouillage dans un petit atoll complètement perdu. Vous pouvez imaginer, il y a un petit îlot avec 5-6 personnes qui vivent quelques mois ensemble en autarcie là. Et voilà, il y a personne pour les personnes au quotidien, personne pour les ravitailler. Et donc nous on va faire nos prélèvements de coraux a priori dès demain ici. Pour vous situer les Palau, donc vous allez voir tout de suite. Voilà, c'est la planète. Donc là, c'est dans le milieu du Pacifique, c'est les 2 petits ronds rouges que vous pouvez voir. Donc on reconnaît l'Australie, hein, la grande île là, qui est un peu en bas de la carte. Donc il faut imaginer que vous, en France, vous êtes carrément aux antipodes, c'est à l'opposé de la planète là. Donc vous êtes exactement à l'opposé de nous. Et donc il y a plein de chapeaux-îles, comme vous pouvez voir. Et là, en gros, entre la Papouasie et les Philippines, et bien donc il y a ces petites îles qui s'appellent les Palau. Et donc c'est un peu petit sur la carte, mais voilà ce que je vous disais. Donc en fait, ça fait partie d'un ensemble d'îles qui s'appelle la Micronésie, que je montre là avec ma flèche. Et donc les Palau sont juste ici. Et comme vous pouvez voir dans le Pacifique, il y a des myriades d'îles un peu partout. Il y a également la Polynésie, la Mélanésie, et voilà. Donc c'est juste ici. Ouais, tout à fait. Comme dit Marion, donc juste avant, on était en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est cette énorme île. On était dans la partie est. C'est une des plus grandes îles du monde. Et donc on est parti là il y a 2 semaines. On a fait une petite escale en Indonésie rapide et on est monté là au nord, donc au Palau. Voilà. Donc sur la carte, vous voyez qu'à l'échelle du monde, c'est ce petit carré, c'est par là, dans le Pacifique sud-ouest. Voilà. Et donc ça, c'est une carte un peu plus détaillée de l'archipel. C'est un ensemble de plusieurs petits états îles. Donc bon, on va pas les détailler, hein, et on ira bientôt en fait. Là, on est à l'extrême sud de cet archipel et on va remonter progressivement d'île en île tout en plongeant. Et la capitale, c'est Koror. Donc vous pouvez voir K-O-R-O-R. Et ouais, c'est moche, hein. Son nom, hein. Koror. Donc ça, c'est l'île principale des Palau. Mais là, actuellement, où on est, ça ressemble pas vraiment à ça. C'est plutôt un atoll. Donc, on voit, il y a à peine de la terre qui émerge.
C'est comme un anneau, c'est le récif corallien, c'est un ancien volcan qui s'est enfoncé. Et il y a un tout petit bout de terre qui sort de l'eau, comme disait Daniel, où il y a 5 rangers qui vivent et qui protègent cette zone, parce que c'est une partie de l'île est une zone protégée, et du coup, pour pas qu'il y ait des gens qui viennent pêcher et piller les ressources. Et là, la photo que vous voyez, c'est ce qu'on appelle les Rock Islands, donc les îles de roches. Et en fait, c'est très caractéristique des Palaos. Vous ne trouvez pas quasiment ça nulle part ailleurs dans le monde. C'est des cailloux, c'est plein de cailloux sur lesquels la végétation a poussé. Et vous voyez, ça baigne dans un lagon cristallin translucide, donc c'est magnifique. Et à la base, ces îles ont été un peu érodées par les vagues, et donc ça fait comme des petites boules posées sur l'eau. Vu du ciel, c'est magnifique. Et dans l'eau aussi, c'est sympa. Et cette photo, elle est assez caractéristique aussi parce que au Palau, il y a notamment un lac qui est quasiment complètement enfermé avec des méduses dedans. Et vous savez, les méduses, ça pique. Et en fait, ces méduses-là, elles sont un peu particulières. Elles font la photosynthèse, donc comme les feuilles des arbres, qu'elles produisent de l'oxygène. Et surtout, et comme les coraux. Et comme les coraux, absolument. Avec les zooxanthelles qui vivent à l'intérieur du corail. Et avec après toutes ces milliers d'années, elles ont vécu un peu en autarcie dans ce petit lac. Et elles ont perdu cette capacité de urticante, de piquer. Et donc, on peut se retrouver à nager dans ce lac au milieu des méduses sans se faire piquer. Donc, c'est très impressionnant parce qu'on a un peu peur. C'est mou, mais voilà, c'est très caractéristique des Palaos aussi. C'est une arche parmi d'autres, mais elle est aussi typique des Palaos, donc on l'a mise, c'est très joli. Voilà. Ça vous donne un peu une idée, donc c'est tout, d'avoir un petit aperçu d'où on est. Faut imaginer que nous, c'est un peu dur à imaginer peut-être pour vous, mais vous c'est l'hiver, il fait froid, et ben nous ici c'est l'été et on sue. C'est trop chaud. C'est très chaud. On n'en peut plus. Hein. Et il fait quoi? Il fait, je sais pas, au quotidien 30. D'accord. Et il est quelle heure chez vous? Il est 5h10. Il est 5h10. 15h, enfin 17h10. D'accord. Donc là, les scientifiques viennent d'aller repérer les zones de prélèvement de coraux. Parce que donc à chaque stop, les scientifiques, donc chaque site qu'on étudie, les scientifiques essayent de repérer un lieu où il y a les 3 espèces de coraux qu'on recherche. Et donc là, ils ont fait une après-midi de prospection pour trouver les zones où on a les 3 espèces au même endroit, parce qu'on passe dans des endroits qui sont très peu étudiés, et donc on a très peu d'informations sur ces endroits. Donc à chaque fois, c'est une découverte de ces milieux sous-marins. Ok. Alors, écoutez, je vous propose qu'on passe aux questions qui sont nombreuses des élèves. Donc, ce que je vous propose, c'est d'arrêter de partager votre écran. Comme ça, vous allez revenir en grand écran webcam. Et voilà. Sur le tableau de bord GoToWebinar, ouais, c'est arrêter le partage. En haut. Voilà, super. Et alors, Marion, tu es un tout petit peu coupée dans le haut du visage. Si tu peux réussir à être un peu plus basse, comme ça, on te verra entièrement. Voilà, ça, c'est nickel. Ok, alors, donc, il y a déjà plein de petites mains qui se sont levées. Donc, je vais commencer par activer le micro dans la classe de Claudie Villeneuve. Bonjour, Claudie. Je m'appelle Maxence. Qu'est-ce que vous allez faire pour Noël? La fête. Bonjour Maxence. Donc pour Noël, qu'est-ce qu'on va faire? Sûrement on sera en navigation. Et juste avant que vous arriviez, moi je suis cuisinière, donc je peux parler de ce que je vais faire à manger. Et j'étais en train de préparer de la glace pour le soir de Noël, donc, parce que nous on ne peut pas aller au supermarché acheter de la glace, donc il faut la préparer. Et donc voilà, donc il y aura de la glace pour Noël. Et puis on s'est dit qu'on allait aussi se faire des petits cadeaux chacun, donc voilà, on a fait un petit tirage au sort pour avoir un petit cadeau pour Noël. Voilà. Chacun devra offrir un truc à quelqu'un d'autre sans. Mais personne n'est au courant de qui. Voilà. Donc, ça va être marrant. Ça peut être super
comme Ça peut être une bonne surprise ou une mauvaise surprise. On va voir, on vous dira ça après Noël. Après Et Noël. on a aussi eu des petits cadeaux, je crois, de classe. Je ne sais pas si elles sont avec nous ce matin, mais voilà, on a eu la chance. On les a pas encore ouverts, parce que c'est pas encore Noël, mais on a des paquets cadeaux qui sont déjà à bord. Merci d'avance. Exactement, ils ont bien travaillé, vous allez voir ça à Noël. Alors, j'active maintenant le micro dans la classe de Françoise Polac. J'ai 8 ans, je m'appelle Anna et j'aimerais vous poser pourquoi l'Indonésie refuse que Tara prélève des échantillons d'eau. Alors, donc on a demandé bonjour Anna, donc on a posé à chaque fois, donc on va à un endroit, on demande l'autorisation de prélèvement. Et ce qui s'est passé avec l'Indonésie, c'est que ce qu'on a compris, c'est qu'ils auraient voulu qu'on intègre plus les Indonésiens dans notre session de prélèvement. Sauf que nous, ils demandent à avoir la moitié des scientifiques ou de l'équipage indonésien et nous, on n'a pas la capacité d'accueillir tout ce monde-là sur le bateau. Sinon, on ne peut plus remplir notre mission de Tara. Après, on sait qu'en Indonésie, historiquement, ça a toujours été très compliqué apparemment pour les scientifiques de venir faire des prélèvements dans leur pays. Ils sont très conservateurs. Ce qu'on peut comprendre aussi, ils n'ont pas forcément envie que les gens fassent n'importe quoi. Voilà. Et nous, on a essayé d'expliquer notre projet et apparemment, bon, voilà, ça n'a pas suffi. Et on est les premiers déçus. À chaque fois, il faut bien imaginer que nous, on est là, on va essayer de récolter le maximum de données et forcément, dès qu'on en loupe, dès qu'on n'a pas les autorisations, on passe à côté de quelque chose. Et l'Indonésie, c'est comme pour la Papouasie, c'est très très riche. Ça, on est en plein cœur du triangle de la biodiversité. Et forcément, on sait qu'on passe à côté de quelque chose, on est déçu, mais bon, on doit aller de l'avant et puis on continue. C'est comme ça. Et on peut comprendre leur peur parce qu'il y a peut-être beaucoup de bateaux qui viennent pour faire de la prospection et du pillage de ressources. Et donc voilà. Alors, j'active maintenant le micro dans la classe de Guillaume Pagès. Activé. Bonjour, je suis Assa, de la classe de 6e 3 du collège Martin Luther King. Comme on fait un exposé sur les tortues, avez-vous déjà assisté à l'éclosion des bébés tortues? Alors, je vais répondre à cette question, mais moi j'en ai pas vu, j'ai pas vu d'éclosion, mais je sais que ils ont beaucoup vu ça à Entrecasteaux. Et je crois qu'une partie de l'équipage a même sauvé des tortues qui avaient du mal à respirer à cause du plastique qui était retrouvé en tout autour du cou. Moi personnellement, j'en ai pas vu, mais apparemment ils ont vu vraiment des tortues gigantesques. Et là où on se trouve, justement, cet après-midi, on allant faire de la prospection pour le corail et pour les poissons qu'on va prélever demain. On a vu, en l'espace d'une heure, on a vu entre 20 et 30 tortues qui filaient sous le bateau. C'était impressionnant. Voilà. Ça va être assez magique. Alors, j'active maintenant le micro dans la classe de Magali de Bishop. Bonjour, je m'appelle Devon, j'ai 10 ans et j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire le projet Tara? Alors, le projet Tara, c'est un peu vaste comme question. Le projet Tara, on va dire le projet Tara Pacifique. Donc, pourquoi aller étudier le corail? Parce que au niveau du récif corallien, il y a 30% de la biodiversité marine qui vit autour du récif corallien. Je réponds à ça et puis on peut répondre à titre perso. Et donc, avec Tara, l'idée, c'est d'aller étudier cet environnement qui est de plus en plus menacé par les changements climatiques et la pêche excessive et tout ça. Et donc, avant que tout ça là disparaissent, aller étudier au niveau de la biodiversité et mieux comprendre cet organisme marin. Et ensuite, si on veut répondre à titre personnel,
Moi, Tara, pourquoi participer au projet Tara? Ça mélange plein de choses ensemble, l'aventure humaine, la découverte des milieux marins, la découverte de nouveaux pays. Et puis, j'ai un bagage scientifique et pour moi, c'est donc super intéressant d'être au contact des scientifiques et de continuer à apprendre des choses à ce niveau-là. Et puis je pense aussi on se sent utile, on se dit qu'on travaille pour un beau projet autour de l'environnement, souvent lié aussi de près au réchauffement climatique. Et voilà, c'est complètement d'actualité et on se dit que quelque part on contribue à essayer de faire changer un peu les mentalités, d'être utile. Donc voilà, il y a tout ce qu'a dit Marion avant, évidemment, ce côté-là aussi, je pense. Je suis d'accord. Pas grand-chose à ajouter. Et voilà, c'est un beau projet. Et puis on voyage beaucoup, on rencontre beaucoup de gens, c'est riche quoi. Alors j'active maintenant le micro dans la classe de Maxime Magne. Bonjour à tous, je m'appelle Marwan. Bonjour, j'ai une question à vous poser. Est-ce que les coraux, ils ont des caractéristiques humaines? Bah, un peu, oui. Parce qu'ils consomment de l'oxygène comme toi et moi. Sauf que il a besoin lui, il a besoin d'un autre binôme pour respirer l'oxygène. Ce binôme, c'est une petite algue qui vit à l'intérieur. Donc lui, il est dépendant de cette algue pour respirer. Et après, au niveau, si la question est plutôt orientée d'un point de vue comportemental, je pense pas. En tout cas, j'ai pas l'info de ce côté-là. Est-ce qu'on a répondu un peu à la question? Elle est dure comme question. Ouais, c'est une question pas évidente, effectivement. Alors, j'active maintenant le micro dans la classe de Sylvaine Hivernio. Est-ce compliqué de vivre sur Tara? Est-ce compliqué de vivre sur Tara? C'est compliqué de vivre sur Tara. C'est moi qui réponds? Vas-y. Tara, c'est un bateau, donc je dirais que vivre sur un bateau, c'est un exercice un peu particulier. Compliqué, je crois pas. Il faut avoir un peu envie de vivre comme ça, parce que c'est complètement différent que de vivre à la maison. Déjà d'un point de vue pratique et énergétique, on consomme de l'eau comme chez toi à la maison. On a besoin d'eau, on a besoin de gaz pour la cuisine, on a besoin d'électricité et on consomme aussi du gasoil. Ce gasoil, on l'utilise justement pour fabriquer de l'énergie principalement, malheureusement, mais on fait tourner des groupes électrogènes. Voilà, d'un point de vue pratique. Après, il y a le côté d'être éloigné des siens et de sa famille, où il y a des jours où c'est un petit peu plus difficile que d'autres, mais on a la chance sur ce bateau vraiment de travailler avec des gens avec qui on a envie de travailler. En tout cas, moi je le ressens comme ça. On est Des gens passionnés, quoi. On est passionnés, puis on est devenu, on était déjà un petit peu amis avant, donc on est une équipe vraiment très soudée, quoi. Donc c'est hyper agréable de travailler dans ces conditions-là et de faire un voyage comme ça, parce que s'il n'y a pas d'échange et de relations un petit peu complices, on va dire, avec les gens avec qui on travaille, c'est compliqué. Mais là, c'est agréable. Alors, j'active maintenant dans la classe de Virginie Delienne. Ton prénom, Bonjour, je m'appelle Lola et j'aimerais vous poser la question. Avez-vous rencontré d'autres bateaux qui étaient en expédition sur les coraux? T'entends ce qu'ils disent? Non, pendant cette mission-là, non, je ne crois pas qu'on ait rencontré d'autres bateaux qui faisaient des missions sur les coraux. Non, il est aussi exhaustif, il y a à ma connaissance, hein, il y a que nous qui faisons ça sur du si long terme, autant de plongées, autant de prélèvements. C'est ça aussi qui est sympa avec ce bateau, c'est qu'on fait des grosses expéditions, quoi. Parce que souvent les missions comme ça coûte cher et c'est une grosse logistique,
d'autres bâtons font des choses similaires, mais sur une durée très courte et très localisée, dans un emplacement spécifique. Donc peut-être passer 2 semaines ou un mois sur un site, et puis voilà, après ils vont trier tout ça dans les labos, et la mission elle s'arrête là. Alors que nous, avec Tara, justement, on fait ça vraiment en grand, et, sur plusieurs années. Et voilà, et à ma connaissance... On n'a pas croisé le bateau pendant l'expédition. D'où l'importance de ces prélèvements sur les coraux. Alors, j'active maintenant le micro de Véronique Verret. Est-ce que quand vous... Bonjour, je m'appelle Ryan. Est-ce que quand vous passez avec votre bateau, vous endommagez le corail? Est-ce qu'on endommage le corail quand on passe avec le bateau? Non, le moment où on pourrait endommager le corail, c'est plus au moment où on va mettre l'ancre. Et c'est pour ça qu'on envoie, avant que l'équipage largue l'ancre pour mouiller un endroit, il y a le plongeur qui se met à l'eau, et pour repérer une zone où il y a le maximum de sable, pour éviter qu'avec l'ancre, on accroche le corail et qu'on l'abîme. Voilà, on essaye de faire attention à ça. D'accord. Alors, j'active maintenant dans la classe de Anne Duhamel. Bonjour, je m'appelle Nathan, je suis en 5e A à Albert Demain et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que pendant votre expédition, vous avez déjà trouvé de nouvelles espèces de corail? Alors c'est pas évident à dire. Au niveau du corail, on s'intéresse surtout à 3 espèces principales. Donc, Oscillopora. Oui. Et du coup, on s'intéresse pas forcément à ce qui se passe autour, même si les scientifiques regardent toujours l'ensemble des coraux. Et de temps en temps, on fait une espèce d'état des lieux en grand format, si tu veux, où ils font vraiment des prélèvements de tous les coraux de la zone en question. Donc ça, ils vont l'analyser pour voir s'ils arrivent à repérer au niveau des gènes des spécificités et voilà un petit peu. Après, je sais qu'il y a eu aussi des études qui ont été faites, des collègues qui ont été faits au niveau des éponges, mais ça c'est encore différent de ce qui nous intéresse principalement sur le corail. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question correctement. En fait, on fait des missions biodiversité, et là, ils collectent le corail. Et grâce, la dernière fois, on avait une scientifique du Génoscope, et ils arrivent, quand on voit des fois 2 espèces, on a l'impression que c'est les mêmes. Et grâce aux gènes, on va se rendre compte que c'est peut-être pas les mêmes. Et c'est comme ça qu'on va peut-être trouver des nouvelles espèces. Alors, j'active maintenant dans la classe d'Olivier Feugère. Bonjour, je m'appelle Mariam de 3e à Don Bosco. J'aurais aimé savoir si avez-vous pu observer des effets du réchauffement climatique sur les coraux ou aux autres espèces marines. C'est dur à dire après si c'est plus lié au réchauffement, à l'acidification, ou à un ensemble de tout, ou parfois la pollution humaine. Mais je pense qu'il nous a tous marqué depuis le début de l'expédition, c'est qu'on est allé quand même dans un paquet de sites à travers tout le Pacifique où le corail a blanchi massivement. Et soit il était vous savez, quand il blanchit, c'est que la titale qui est dedans migre, est en train de partir parce qu'elle est dans des conditions qui ne sont pas favorables. Ce qui fait trop chaud, trop acide, elle s'en va. Et si ça dure trop longtemps, cette algue ne revient pas, et là, le corail meurt définitivement. Et c'est une question de quelques mois, quoi, hein, donc ça peut aller très très vite. Et là, ce qu'on a vu dans tous ces sites, c'est soit du corail où l'algue venait de partir, soit carrément des endroits où le corail était déjà mort. Et on a été surpris d'autant plus qu'il y a des endroits où les scientifiques eux-mêmes imaginaient le corail encore en très bonne santé, et ce n'était pas le cas. Et parfois, on s'est retrouvé aller dans des îles à faire savoir ou à apprendre aux populations locales que leur corail était en mauvais état, alors que même ils vivent sur place, ils s'en étaient pas rendus compte. Et
moi, c'est ce qui m'a le plus interpellé. Et c'est tout récent. C'est quelque chose qui a parfois quelques mois, parfois maximum 2 ans, quoi, hein. C'est en train d'arriver. On a pas mal entendu parler de la grande barrière de corail en Australie qui a notamment pris un gros coup de chaud. Et ben, c'est évidemment pas, comment dire, c'est pas localisé que sur la barrière, quoi. C'est un peu partout dans le Pacifique. Heureusement, c'est pas partout. Il y a d'autres sites où le corail s'adapte. Tiens, justement, on étudie aussi ça parce qu'on cherche à voir s'il y a des gènes qui font qu'ils sont plus costauds, plus forts, plus résistants que d'autres. Voilà, on étudie aussi ça. Alors, j'active maintenant le micro dans la classe de Christelle Capelle. Bonjour. Alors, on aurait... Bonjour. Avec les élèves, on s'intéresse à la sécurité à bord. Est-ce que vous pourriez nous en parler si quelqu'un tombe malade ou comment ça se passe? Merci. Alors, ça se passe bien. C'est interdit de se blesser à bord déjà, c'est la première règle. Comme on est très loin de tout, en rigolant, je dis ça. En fait, quand une nouvelle personne arrive sur le bateau, quand un nouveau groupe arrive, on fait un petit briefing sur la sécurité à bord du bateau. Donc voilà, je les réunis tous ensemble et puis je leur explique comment, par exemple, on se sert d'un gilet de sauvetage, comment si on tombe à l'eau, qu'est-ce qui se passe. Je leur explique un peu tout le matériel de sécurité, donc les gilets, les bouées fer à cheval qu'on envoie à la mer si quelqu'un est tombé. On a des radeaux de survie, on a des combinaisons d'immersion, c'est des espèces de grosses combinaisons de ski. On ressemble un peu à un gros bibendum. À côté de ça, si quelqu'un se blesse à bord, on a une pharmacie qui est assez bien achalandée. En fait, sur les bateaux qui naviguent au long cours, on a différentes tailles de pharmacie en fait qu'on est obligé d'avoir et qu'on est obligé d'avoir à jour, de tenir à jour. Donc on a vraiment une pharmacie avec un registre et on peut contacter un médecin 24 heures sur 24 via le téléphone satellitaire par exemple. En France, il faut savoir que dans le sud-ouest, il y a un système, il y a un réseau de médecins qui sont vraiment dédiés aux marins. Donc, on peut appeler tout le temps et qui vont nous téléguider à distance si on doit faire une intervention. Et il y a certains d'entre nous qui sommes diplômés pour faire des interventions. Après, dans la limite du possible et de l'importance de la blessure, mais on peut intervenir en tout cas on a du matériel, quoi. Et aussi par rapport aux incendies à bord. Voilà, après, on fait toutes les semaines, on essaie de faire des exercices de sécurité. Donc, on simule, par exemple, un incendie sur le bateau. Sur le bateau, on a 2 grosses pompes avec lesquelles on peut envoyer de l'eau sous pression dans des tuyaux de pompiers. En fait, on a vraiment des vrais tuyaux comme des vrais tuyaux de pompiers avec des lances à incendie, quoi. Et donc on s'entraîne à ça. On a des combinaisons de pompiers avec des bouteilles d'oxygène, des masques, des casques, des gants, des bottes, enfin vraiment tout l'équipement du pompier. On simule aussi des abandons si jamais on a une voie d'eau importante sur le bateau et qu'on n'arrive plus à pomper l'eau. Que le bateau risque de couler, on s'entraîne à évacuer le bateau. Donc il faut mettre les semi-rigides à l'eau. Il y a tout un processus à faire et en fait chacun a un rôle bien particulier dans ce cas-là. Donc il faut être entraîné à ça et c'est pour ça qu'on essaie de faire des exercices réguliers. Voilà. Alors, j'active maintenant le micro dans la classe de Claudie Villeneuve. Bonjour Claudine. Bonjour, je m'appelle Raphaël et j'aimerais savoir s'il va-t-il avoir une nouvelle expédition de Tara. Est-ce que tu peux répéter la question un peu plus fort? Est-ce qu'il y aura une autre expédition de Tara? Ah, est-ce qu'il y aura une autre expédition de Tara? Ouais.
Le bateau, il est encore bien en forme. On a une belle fondation qui a été créée il y a plus d'un an maintenant et le projet va pas s'arrêter après Tara Pacifique. Donc oui, le bateau va repartir. C'est pas encore vraiment défini. On parle de retourner en Arctique parce que le bateau avait passé déjà 18 mois dans les glaces. Voilà, donc c'est en train de se profiler. L'équipe à Paris, donc parce que nous on est le bateau, mais il faut savoir qu'il y a une équipe de plus de 10 personnes qui sont dans les bureaux, donc la fondation. Et eux, ils réfléchissent au nouveau projet qui va se passer après Tara Pacifique. Donc, on n'a pas encore beaucoup de détails à ce niveau-là, mais l'aventure va continuer, ça c'est sûr. Voilà. Et déjà, il faut terminer celle-là parce qu'il reste quand même quasiment un an. Donc, on va déjà clôturer ça avant de passer à la suite. Alors, j'active dans la classe de Julien Paillard. Ah bon, c'est bon ça. Alors, Julien, est-ce que vous nous entendez? Ouais. Ah non, oui. Alors, il n'y a pas de son du côté de Julien, donc je vais activer le micro dans la classe de Lise Langealet. Bonjour Raphaël, 17 ans. Comment vous êtes financé? Comment vous financez vos recherches, tout ça? Bon, alors pour le financement de Tara, donc depuis un an et demi, on est une fondation, donc le bateau appartient à la fondation. Un des principaux sponsors, c'est Agnès B, donc une créatrice de mode qui avec son fils Étienne Bourgault, avait racheté le bateau il y a plus de 13 ans maintenant et qui a donné le bateau à la fondation. Donc c'est un des sponsors principaux. Ensuite, on a aussi des fondations comme la Fondation Albert II de Monaco. On a aussi la Fondation Veolia qui donne de l'argent. Donc voilà, il y a le groupe des fondations. Il y a aussi les particuliers qui vont donner de l'argent. Et ensuite, on peut dire d'une façon détournée, pour le programme pédagogique, il y a aussi une partie qui vient de l'État. Et voilà, je pense que c'est les principaux donateurs. Après, on continue à chercher de l'argent au quotidien auprès des particuliers, des entreprises et des fondations. Et donc ça, c'est le budget qui va permettre de faire tourner on va dire globalement, oui, la fondation, le bateau, de payer les marins, la technique du bateau, voilà, on va dire la logistique en gros. Et après, de leur côté, la science et scientifiques, les labos doivent aussi trouver un financement pour payer les scientifiques, leurs équipements, les faire venir à bord. Et donc, c'est l'association de ces deux budgets qui permet de monter l'expé et de la faire tourner. Et évidemment, Tara peut se retrouver à les aider pour trouver aussi des ressources parce que forcément, s'il n'y a pas l'un ou l'autre, ça ne marche pas. Donc, c'est je ne saurais pas comment dire ça, mais c'est l'association des deux. Et les scientifiques, après, doivent aussi trouver de l'argent pour étudier tous les échantillons qu'on va ramener. Parce que là, on est parti 2 ans et demi et ils ont pour 10 ans de travail derrière dans les labos. Donc, pour ça, il faut continuer à... En fait, ils écrivent des projets, ils font des demandes de financement et donc ça peut être de l'État, de l'Europe, ça dépend. Il y a différentes sources de financement. Alors, j'active maintenant dans la classe de Anne Duhamel. Bonjour, je m'appelle Sparna et j'aimerais savoir comment ça se fait que vous avez du réseau là où vous êtes. Ah ouais. Bonne question. On est relié, on a un émetteur et un récepteur qui est relié à un satellite, donc on a une connexion satellitaire qui permet d'avoir du réseau un petit peu partout, mais pas tout le temps partout. On a eu au début de l'expédition l'année dernière entre les îles Galapagos et les îles Gambier, il y avait tout sous ce triangle-là, on n'avait pas de réseau parce que des fois les satellites ne passent pas à l'endroit où nous on navigue. Donc de temps en temps la connexion est très bonne, de temps en temps la connexion est plus mauvaise. Là aujourd'hui on est vraiment chanceux de vous entendre aussi bien. C'est pas tous les jours comme ça. Je crois qu'il y a aussi une influence avec la couverture nuageuse qui fait que quand c'est bien couvert, on a plus de difficultés à aller sur le net.
Après, à bord, tout le monde n'est pas sur son téléphone portable avec connexion au débit. Il y a quelques ordinateurs qui ont une connexion à Internet, le capitaine, la correspondante de bord, l'équipage. Et les scientifiques, on leur donne accès à une tablette sur laquelle ils peuvent avoir accès à leur mail. Mais l'idée, c'est de pas reproduire ce qu'on vit en France, tout le monde sur son téléphone, sinon il n'y aurait pas trop d'intérêt à être non plus sur une expédition au bout du monde, à être dans des coins comme ceci, si on était tous derrière nos écrans. Voilà. 3 petits points. Message. Alors, j'active dans la classe de Christelle Capel. Oui, rebonjour, merci pour votre réponse précédente. Je vais laisser la parole à Mirko, l'un de mes élèves. Ok. Comment vous réduire et recycler les déchets sur le bateau? Comment on fait pour recycler les déchets pour le bateau, c'est ça la question? Comment faites Oui. T'as mal reçu, est-ce que tu peux répéter? Oui. Comment faites-vous pour réduire ou recycler des déchets sur le bateau? Alors, la question des déchets. Donc, sur le bateau, je réponds parce que c'est moi qui fais principalement les courses sur le bateau, on essaye de choisir des produits qui ont le minimum d'emballage. Après, quand on arrive en France, on se rend compte qu'en France, on commence à être pas trop mal. Parce que quand on voyage à l'étranger, il y a beaucoup d'emballages. On nous donne des sacs plastiques tout le temps. Donc, par exemple, quand je vais en course au marché, on va aller avec nos gros sacs à dos, on va aller avec nos propres sacs pour éviter de ramener trop de plastique à bord. On essaye d'éviter au maximum, mais après, il y a un peu des choses qui sont inévitables malheureusement, comme on utilise pas mal de conserves, sachant qu'on est loin de tout et qu'on n'a pas beaucoup de place de stockage au frais. On est obligé d'avoir des légumes en conserve. Donc ça, c'est un peu dur de se rendre compte qu'on remplit quand même la poubelle. Et puis surtout quand on arrive aux escales et qu'il faut qu'on décharge nos poubelles. Et on est souvent dans des endroits où ils n'ont pas trop de système de recyclage. Au mieux, j'ai envie de dire, ils les brûlent. Mais sinon, là, par exemple, on était en Indonésie et c'était vraiment très triste parce que les plages, il n'y avait plus de sable, en fait. C'était tout recouvert de plastique. Le bout de mer qu'on prenait entre le mouillage et le quai, c'était jonché de plastique. Et c'est vrai que c'est super triste, en fait. Ça fout... Voilà, comme on dit. Donc on continue d'essayer de consommer au minimum des produits qui ont des emballages, mais il va vraiment falloir qu'on trouve une solution parce que ne plus continuer comme ça. Du coup, on trie, on rince et on compacte. Ouais. On a un petit compacteur en cale arrière. Je le connais bien. J'aime bien. Et du coup, on lave tout ça pour que ce soit propre parce que parfois on fait des longues navigations, sinon ça finit par sentir mauvais, par prendre de la place. Et on coupe tout ça, on le met dans le compacteur, ça écrase et du coup on réduit le volume des déchets. Et nous on continue à trier, mais c'est très souvent très frustrant depuis qu'on est dans le Pacifique parce qu'aux escales, ce qui se passe, c'est qu'ils regroupent un peu tous les déchets et il n'y a pas de tri derrière. On a beau payer en plus pour les poubelles, il y a des gens qui viennent pour les récupérer. Malheureusement, il n'y a pas les mêmes systèmes de tri qu'en France, par exemple. Et du coup, tout ce qu'on a pris le temps de bien nettoyer, ranger et tout, eux, ils remettent tous ensemble. Et au mieux, ça va dans un lieu dédié aux déchets. Et parfois, c'est des décharges en pleine nature. Et là, là, ça fait vraiment mal au cœur. Ce qui est triste, c'est que c'est pas forcément dans les pays les plus pauvres qu'on a vu ça. Et donc, c'est vraiment une question de mentalité et d'éducation. Donc, on n'est pas trop mal lotis en France, mais il faut vraiment continuer dans ce sens-là à essayer de faire un tri et de limiter les déchets. Enfin, c'est aussi une façon de savoir comment on consomme, quoi. Et ça, vous êtes tous décideurs de ça. Alors, j'essaie de réactiver le micro de Julien Paillard en espérant que ça fonctionne. Alors, Julien, je m'appelle Sydney, je suis en classe de 6e au collège Jean Massé et je me demande combien il y a
combien il existe d'espèces de coraux dans le monde et pourquoi vous en étudiez que 3? C'est un appel, Juliette. On revient tout de suite. Hein. Combien il y a d'espèces de coraux 1300. Il ne faut pas dire de bêtises. On l'a su. Alors, Tu vas demander. On a un scientifique pas loin, donc on va les demander. Mais en tout cas, pourquoi on n'en étudie que 3 espèces? Attendez, je remets un peu ça. Parce qu'en fait, l'idée c'est qu'on a choisi 3 coraux qui se retrouvent dans tout le Pacifique. Et l'idée de cette expédition, c'est de faire un peu une image à un instant T et du Pacifique. Donc, ils parlent un peu tous autour. Donc, on veut faire une image à un instant. Je peux leur demander. Excusez-moi, je recommence parce que ça parle autour. Donc, l'idée, c'est de faire une image à un instant T dans tout le Pacifique. Donc, on a choisi 3 espèces de coraux qu'on allait être sûr de retrouver à peu près partout. Voilà, c'est pour ça. Et 3 espèces qui ont des particularités un petit peu différentes. Donc, dans ces espèces, on va étudier la biodiversité qui vit aussi dans le corail, parce qu'au niveau des micro-organismes marins qui sont dedans, aussi des bactéries. Voilà, c'est ça l'idée. Et je ne sais pas si tu as eu ta réponse. 1400. 1400 espèces de coraux qui sont connues. Voilà, connues. Voilà. Ça fait un bon petit pack. Alors, justement, là, Pardon, vas-y, continue, Daniel. Je veux dire justement là, avec ce dont parlait Marion un peu plus tôt, là, avec en décryptant l'ADN, les gènes des espèces, potentiellement, justement, on va découvrir des nouvelles espèces ou des espèces qu'on pensait similaires qui en fait peuvent être finalement différentes. Visuellement, on va se dire tiens, c'est la même espèce, et en fait, en étudiant la génétique, on va se rendre compte qu'elles sont différentes. Ça va créer encore plus d'espèces. Voilà, tout ça pour dire, c'est une moyenne, mais c'est sûr qu'il y en a encore à découvrir. Alors, j'active le micro de Françoise Polac. Bonjour, je m'appelle Nice. Je voulais savoir combien vous êtes sur le bateau Tara. Ça, on sait. Attends, salut. Donc, à bord de Tara, on est 15 actuellement et on peut être 16. Tout simplement par le fait qu'il y a 8 cabines et qu'on est 2 par cabine. Donc voilà, ça fait 16 personnes au max. Mais actuellement, on est 15. Et il y a à peu près autant de marins, de membres Tara que de scientifiques à bord. C'est assez équilibré. Ok. Alors, j'active dans la classe. J'active dans la classe de Maxime Magnin. Bonjour, c'est Walid, 15 ans, et je voulais savoir votre parcours scolaire. Parcours scolaire. Je commence. Allez. Donc, moi, j'ai fait une licence en biologie des organismes. Après, j'ai fait une année sabbatique pour aller découvrir le monde et me rendre compte que l'environnement, c'était hyper important. Donc, j'ai fait un master en environnement écologie. Et après, je suis partie sur Tara en Arctique pour faire mon stage de master et en même temps être cuisinière. Et maintenant, je suis cuisinière à bord de Tara. Eh ben, moi j'ai fait un bac scientifique et ensuite j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque l'école nationale de la marine marchande. Ça s'appelle maintenant l'école nationale supérieure maritime, dans l'idée de devenir capitaine en long cours sur des gros bateaux, genre paquebot de croisière. C'était mon idée première. Et puis j'ai découvert un autre univers, notamment en faisant un volontariat, un hivernage en Antarctique. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'environnement, la science me plaisait beaucoup, était hyper important, que j'avais envie de les protéger. Et du coup, j'ai réorienté tout en continuant à faire travailler sur les bateaux, à essayer d'avoir une dimension un peu scientifique. Voilà. Et moi, j'ai passé un bac scientifique aussi en bio. Et puis, après, tout est parti de façon très étrange. J'ai fait 3 ans de fac de sport pour être prof de sport. Et puis, j'ai voulu voyager.
et le fonctionnement de la fac me convenait plus. Donc je suis parti dans une école de voile pour être bénévole au pair, l'école de voile des Glénans, pendant 1 an et demi, et j'ai appris sérieusement à naviguer, à entretenir les bateaux, comme ça pendant 1 an et demi, tout le temps, tous les jours. Et puis ensuite j'ai passé un brevet d'État, et puis rapidement des diplômes dans la marine marchande aussi. Voilà un petit peu le parcours atypique. Puis, j'avais 21 ans quand j'ai quitté la fac, et ça n'empêche pas d'être second capitaine sur Tara. Alors, j'active le micro dans la classe de Virginie Delienne. Ah, attends. Hop. C'est prête? Ah, j'arrive pas. On t'entend. On t'entend, hein. Pas de gros mots. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis en CM1 chez Madame Delienne. Comment survivez-vous aux tempêtes? Survivez, carrément. Eh ben. Alors, Camille, donc nous, à bord, grâce au système de satellite, de communication par satellite, on peut prendre des prédictions météo par Internet. Et donc, on arrive à savoir quand il va y avoir des conditions difficiles. Donc, soit on attend un petit peu pour traverser une zone où il va y avoir du gros mauvais temps. Comme là. Comme là, oui, avant de partir, là, avant de partir d'Indonésie pour Palau, il y avait des prédictions de cyclones sur notre route. Donc voilà. Après, ces prédictions se sont arrêtées, donc on est quand même parti. Mais si elles avaient continué, on serait resté tranquillement en Indonésie en attendant que le cyclone passe. Après, l'avantage avec Tara, c'est que c'est un bateau quand même bien costaud, qui est construit pour des conditions difficiles, des régions polaires, et donc on se sent assez en sécurité avec des vents qui peuvent être assez forts, 40 nœuds, donc 80 km/h de vent, ou c'est encore des conditions où avec Tara on se sent en sécurité. Moi j'ai eu au plus sur Tara, j'ai eu 120 km/h de vent, et ça allait encore. Voilà. Après, tout dépend des conditions de mer, si la mer est levée, s'il y a beaucoup de vagues et beaucoup de houle. Mais sinon, c'est un bateau où on se sent bien en sécurité. Alors, on va prendre une dernière question parce que le temps tourne et on a d'autres classes qui attendent derrière pour une nouvelle session avec Tara. Donc, on va activer le micro dans la classe d'Olivier Feugère pour une dernière question. Bonjour. Salut. C'est pour savoir quels sont les métiers sur le bateau. Quels sont les métiers sur Tara? Il y a un capitaine, il y a un second, il y a un chef mécanicien, il y a une cuisinière. Ou un cuisinier des fois. Et on a aussi un chef de pont qui est aussi chef mécanicien. On a un plongeur, on a une correspondante de bord, donc un peu une journaliste qui va faire des photos et des vidéos et des textes pour alimenter le site internet. Ensuite, on a les scientifiques. Donc ça, après, dans les scientifiques, il y a plein de métiers différents. Ça peut être des bioinformaticiens, des techniciens, des généticiens, des biologistes marins, voilà. Et aussi, on a de temps en temps des artistes. Actuellement, on a un musicien hollandais sur le bateau, et c'est bien agréable. Il sort sa petite guitare de temps en temps, il fait ses enregistrements, et c'est bien agréable de partager le projet comme ça, un peu tous mélangés sur le même bateau.